Voilà, je ne vais évidemment pas être très long avant de vous présenter nos invités d'honneur, mais je voulais donc remercier toutes les personnes qui sont présentes. Au départ, nous aurions dû être entre référents éthiques, nous aurions dû être en présentiel. Bon, ce n'est pas possible. On aurait dû aussi remettre le prix éthique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce n'est que partie remise. Euh, et donc, on est très très heureux de vous accueillir pour ce webinaire donc consacré à l'éthique et la déontologie. Il arrive bien entendu après un vote très très important dont Madame la ministre va vous parler, mais avant elle, je voudrais d'abord laisser la main et la parole à notre administrateur général de l'administration générale du sport, Monsieur Alain Létard. Merci beaucoup, Philippe. Madame la ministre, mesdames et messieurs, vos titres et qualités, chers amis du sport, ce soir, comme vous l'a rappelé Philippe, nous aurions dû nous retrouver en présentiel pour remettre à diverses personnalités et aussi associations un prix dans le cadre de notre grand projet de l'éthique sportive. Et une fois encore, on a dû, avec le contexte sanitaire que nous connaissons, nous avons dû nous contraindre à modifier nos plans. Lors de cette soirée, la ministre des Sports et son administration souhaitaient mettre un accent particulier sur la bonne gouvernance, l'un des champs de l'éthique sportive. Comme vous le savez, le décret du 19 mai 2019 qui régit le fonctionnement et le subventionnement du mouvement sportif organisé intègre la notion de bonne gouvernance autour de 4 axes. L'intégrité, l'autonomie et la responsabilisation, la transparence, la démocratie et la participation, ainsi que l'intégration, en ce compris l'égalité entre les femmes et les hommes dans la pratique sportive. Comme vous le savez, historiquement, les institutions publiques ont confié la gestion de l'activité sportive aux fédérations et associations. Cette autonomie a permis au sport de se développer et de se populariser en Fédération Wallonie-Bruxelles. Toutefois, et nous le savons toutes et tous, depuis de nombreuses années, hélas, notre secteur doit faire face, par moments, à une perte de crédibilité due aux affaires de dopage, à la fraude sportive, aux paris illégaux, au trafic d'êtres humains, à certaines formes de violence subies par les sportives et les sportifs pendant l'entraînement, durant la compétition, mais aussi dans les vestiaires. Et enfin, une perte de crédibilité due aussi au manque de place fait aux femmes et aux personnes issues de la diversité. L'administration générale du sport est convaincue que le mouvement sportif organisé ne peut pas seul répondre aux difficultés que je viens de vous énoncer. Et en tant qu'acteur de référence en Fédération Wallonie-Bruxelles, l'ambition de l'administration des sports, c'est de vous accompagner, de mettre des outils adéquats à votre disposition. C'est la raison pour laquelle ce webinaire vous est proposé aujourd'hui. L'occasion de mener une réflexion plus approfondie, voire académique du phénomène, et de vous proposer aussi un exemple de mise en œuvre très concrète d'un processus de bonne gouvernance que je pense aussi efficient qu'inclusif. Dans un premier temps donc, Madame Géraldine Zemers, professeure à l'UC Louvain, abordera la notion de bonne gouvernance d'un point de vue plus académique. Son approche s'articulera autour de 5 thèmes: définir, comprendre, implémenter, maintenir et évaluer le principe de bonne gouvernance au sein d'une structure fédérale ou de son club affilié. Nous aurons également le plaisir d'accueillir M. Jacques Petiot, président des Castors de Braine, qui se caractérise par une carrière professionnelle à haute responsabilité dans le secteur privé. Il nous exposera, entre autres, les mécanismes de transfert qu'il a pu développer de l'entreprise privée vers le club sportif pour y installer des mécanismes de bonne gouvernance sans pour autant se défaire ou altérer le rôle social important de son club. Merci pour votre attention. Je vous souhaite d'ores et déjà une excellente fin de journée de réflexion autour du thème de la bonne gouvernance et je cède avec beaucoup de plaisir la parole à la ministre des Sports, Madame Valérie Glatigny. Excellente soirée à toutes et tous.
Merci beaucoup, monsieur l'administrateur général, chers amis sportifs. C'est un réel plaisir de pouvoir introduire ce webinaire sur une thématique qui me tient vraiment à cœur et qui est très importante, à la bonne gouvernance. Et je remercie l'ADEPS, merci cher Alain, merci aux collègues que je viens de voir en visioconférence pour cette organisation. Et je salue évidemment la participation d'orateurs de très grande qualité comme madame la professeure Zemers ou encore Jacques Platiot et bien sûr vous que je vois notamment via les commentaires dans les chats. On aurait dû être réunis ce soir, ça a été dit, pour la remise des prix de l'éthique sportive. Mais malheureusement, voilà, la Covid et les nouvelles mesures en ont décidé autrement. Mais ce n'est que partie remise et je suis convaincue que ce webinaire sur la bonne gouvernance, eh bien, il va remplir aussi son objectif de promotion de l'éthique sportive envers et contre tout. C'est un moment un peu particulier pour le monde du sport, un moment difficile avec, nous le savons, l'interdiction du public pour les compétitions sportives indoor. On espère que la mesure pourra être très prochainement levée puisque vous avez vu la situation sanitaire s'améliore et j'espère qu'on pourra très vite se revoir en vrai comme disent les plus jeunes. Hein. Alors la bonne gouvernance, elle fait selon moi partie de l'éthique sportive et c'est d'ailleurs une des priorités que je souhaite donner à l'Observatoire de l'éthique qui devrait voir le jour, vous le savez, l'année prochaine. C'est un observatoire qui découle du décret éthique que nous avons fait adopter il y a quelques mois et qui doit apporter des réflexions et des pistes de solutions à des problématiques du monde sportif qu'Alain a énumérées, que je ne vais pas rappeler évidemment. La bonne gouvernance, elle fait totalement partie des problématiques actuelles du monde sportif et on retrouve d'ailleurs cette notion un peu partout et c'est le cas par exemple dans les futurs critères d'attribution des subventions forfaitaires aux fédérations et associations sportives reconnues. Je pense utile aussi de rappeler que cet intérêt pour la bonne gouvernance dans le milieu du sport, il s'inscrit dans une prise de conscience qui va bien au-delà de nos frontières et j'ai d'ailleurs apporté mon soutien à cette thématique au niveau européen puisque nous avons co-signé avec nos partenaires flamands et germanophones une proposition de déclaration proposée par la Suède, le Danemark et la Finlande concernant la démocratie et la transparence dans la prise de décision des fédérations sportives internationales. Voilà, je suis vraiment persuadée que c'est en s'engageant à tous les niveaux de pouvoir qu'on arrivera à une meilleure gouvernance au sein du milieu sportif. Et je sais que je peux compter sur vous pour y arriver. Et une initiative comme celle de ce soir, j'en suis sûre, est un moment opportun pour progresser en la matière, notamment en partageant tous ensemble les bonnes pratiques. Je suis désolée de ne pas pouvoir rester plus longtemps parce que je dois préparer un gouvernement important de demain. Le plus intéressant est à suivre, donc évidemment, restez connectés. Je pense en tout cas que de tous ceux qui n'ont plus rien à dire, les plus intéressants sont ceux qui se taisent, dit-on. Et donc, je ne suis pas plus longue, je vous repasse la parole et je me tiendrai informée des, je suis sûre, très fructueux échanges qui vont suivre. Merci à tous et bonne soirée. Merci, Madame la Ministre. Voilà. Avant de donner la parole à Pierre Williquet qui va introduire nos intervenants, je peux vous dire qu'au niveau de l'administration, on est très très heureux de voir aboutir et de voir voter ce décret éthique et cette mise en place d'un observatoire qu'on appelait de nos voeux depuis très longtemps. Nous avions au sein de l'administration déjà réuni des référents éthiques au sein de toutes nos fédérations, des référents éthiques pour certains extrêmement dynamiques, et en tout cas convaincu que l'éthique et la déontologie, c'est-à-dire celle qui concerne nos sportifs professionnels, nos entraîneurs et autres, eh bien, était au cœur du sport de demain. Et nous avons pour cela mis en place avec l'école des cadres un cours dédié à l'éthique et à la déontologie, donc pour que tous les moniteurs et futurs moniteurs puissent avoir des notions de ce pan important de l'éducation physique, mais aussi du sport de haut niveau. Et nous avons aussi eu plusieurs cliniques consacrées au communautarisme, à la violence, à l'arbitrage et au match fixing et d'autres. Donc ça a été très très intéressant, ça a produit des effets. Nous avons donc maintenant en place un vrai réseau qui est prêt à rejoindre l'observatoire et bien fonctionner. Voilà, je ne serai évidemment pas plus long parce qu'il n'y a pas que les référents éthiques ici enfin, qu'on se réjouit de retrouver en vrai, comme disent les jeunes et disait Madame la Ministre. Et donc, je vais donner la parole à Monsieur Pierre Williquet, donc mon collègue à l'AGS, qui a pu convaincre nos intervenants de venir partager avec vous le fruit de leur
études, de leur savoir et de leur expérience. Voilà, j'ai dit. À toi, Pierre. Merci Philippe, bonsoir à toutes et à tous. Donc on a le plaisir, comme ça a été dit à plusieurs reprises aujourd'hui, d'accueillir Géraldine Zeimers. Juste quelques mots pour vous situer d'où nous vient Madame Zeimers. Elle provient de Liège, c'est une footballeuse. Elle dispose d'un master en sciences politiques de l'ULiège. Elle est doctorante à l'UC Louvain et de l'Université de Gand. Elle est professeure à l'UCL et ses recherches portent sur la bonne gouvernance en milieu sportif, la responsabilité sociale des entreprises dans et par le sport, ainsi que sur les fédérations sportives. Géraldine, je vous laisse la parole. Établir ça, voilà. Normalement, vous m'entendez tous bien. Donc, merci beaucoup pour cette introduction et pour cette invitation. Donc, comme introduit déjà précédemment, moi, ce que je vais essayer de faire, c'est de revenir en fait sur les raisons pour lesquelles on parle de bonne gouvernance dans le sport, en essayant de se focaliser spécifiquement sur 3 aspects. Quelles sont les opportunités, quels sont aussi les écueils et quelques bonnes pratiques qu'on a pu identifier, à la fois à travers nos recherches qui ont été menées au sein de l'UC Louvain avec mes collègues Arthur Lefebvre et Thierry Zins, mais également le fruit d'observations et d'interactions qu'on a pu avoir grâce à notre réseau, autant universitaire que de terrain, dans plusieurs pays, à la fois en Europe, mais aussi au niveau international. Et j'espère pouvoir déjà vous donner un bref aperçu de tout ça. Donc ma présentation, j'ai décidé de la structurer en 5 points comme ça a été introduit, parce que finalement, quand on parle de bonne gouvernance, il est important toujours de penser que la bonne gouvernance, c'est un changement culturel majeur qui doit être mis en place par énormément d'organisations, qu'elles soient publiques, qu'elles soient privées, qu'elles soient sportives. Et ça implique donc de réfléchir à un processus. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de le structurer de cette manière-là, en commençant évidemment par le premier qui est la définition. Ça peut paraître un peu académique, c'est peut-être un défaut déjà que j'ai, malgré le fait que je viens de commencer en tant qu'académique, mais c'est toujours important quand même de pouvoir se focaliser sur finalement sur ce quoi on parle. Et donc de manière assez générale, évidemment c'est en dehors du sport aussi qu'on utilise le concept de gouvernance, parce qu'en fait ça réfère à la manière dont on va piloter et superviser la performance d'une organisation et le respect des règles. Et donc dans ce cadre-là, on va mettre en évidence le rôle fondamental du conseil d'administration. Et c'est là qu'on va se rendre compte qu'évidemment, le conseil d'administration devra aussi rendre des comptes à un ensemble de parties prenantes. Ça pourra être les membres, les participants, les parents, les pouvoirs publics, les sponsors. Et c'est dans ce cadre-là que la gouvernance est définie. Quand on parle de gouvernance du sport, on utilise aussi énormément de définitions, mais celle qui nous parle énormément, nous, c'est celle qui a été proposée en Australie en 2004, parce qu'elle reprend vraiment 3 axes importants, parce qu'elle définit donc que ce sont les structures et les processus qui vont être utilisés par les organisations pour d'une part développer ces objectifs stratégiques, vers où veut-on aller, pourquoi est-ce qu'on fait cette action-là, pourquoi est-ce qu'on privilégie le sport pour tous, le sport de haut niveau. On va monitorer sa performance par rapport à ces objectifs. A-t-on réussi à atteindre les objectifs qu'on avait prévus? Et enfin, de garantir que le conseil d'administration agit dans l'intérêt de ses membres. Et on pourrait même ajouter de tous ses membres. Et donc, finalement, c'est comment est-ce qu'on prend des décisions et comment on va décider de prendre certaines actions. Quand on parle de bonne gouvernance maintenant, on ajoute généralement le terme de bon en comparaison avec mauvaise gouvernance. Et vous avez déjà entendu parler de corruption, de fraude, de problèmes de trucage. C'est vraiment pour mettre l'accent sur un aspect qui est un petit peu plus normatif et même un peu plus prescriptif, qui rend compte en fait du fait qu'une organisation, parce qu'elle doit rendre des comptes, doit aussi avoir un devoir d'exemplarité. On a des attentes par rapport à la manière dont une organisation doit se comporter avec des ressources qu'elle va obtenir pour réaliser toute une série d'objectifs. Et donc, dans ce cadre-là, la bonne gouvernance dans le sport, c'est l'approche
normative qui requiert que les organisations sportives doivent se conformer à des attentes sociétales plus larges de bonnes pratiques. Et donc, c'est vraiment dans ce cadre-là que la bonne gouvernance est comprise. Et j'en viens à ma deuxième étape dans ce processus, c'est l'idée de comprendre. Comprendre parce que finalement, c'est important de comprendre la justification derrière l'utilisation de ces termes. On a déjà eu beaucoup d'exemples qui ont été évoqués dans cette introduction. Moi, j'en ai pris quelques autres. Vous les connaissez certainement, oui, peut-être pas tous, mais je suis certaine que de votre côté, vous avez aussi tous certainement des exemples, peut-être plus locaux, peut-être plus nationaux, de dysfonctionnements qui ont peut-être été communiqués dans la presse, qui sont sortis dans la presse, peut-être même certains qui n'ont pas encore été évoqués par la presse, mais d'exemples de mauvaise gouvernance. Et ceux que j'ai décidé de choisir, donc la gymnastique aux États-Unis, Enron, Publifin et le scandale de la FIFA, sont tous des exemples qui sont très significatifs parce qu'ils visent vraiment à mettre le doigt sur des exemples très forts de mauvaise gouvernance. Mais évidemment, il y a aussi des dysfonctionnements à des plus petites échelles qui génèrent tout autant des conséquences importantes sur la manière dont une organisation sportive va mettre en place sa mission de service de sport. La raison pour laquelle je suis revenue avec ces 4 images, c'était aussi pour revenir sur le fait qu'elles ont toutes un point en commun, c'est qu'elles ont donc illustré la mauvaise gouvernance. Et quand on essaye de comprendre la mauvaise gouvernance et comment est-ce qu'on peut atteindre une meilleure gouvernance, une bonne gouvernance, il faut essayer aussi de comprendre quelles sont les origines d'une mauvaise gouvernance. On peut en identifier plusieurs. Le fait qu'il y a des cultures ou une culture opaque, qu'il y a parfois un monopole du pouvoir dans les mains de quelques individus dans une organisation, et qu'à contrario, il n'y aura pas toujours un contre-pouvoir dans un conseil d'administration. Il n'y aura pas toujours des divergences qui vont se manifester et qui pourront finalement contrôler la manière dont le conseil d'administration va prendre des décisions. Il va parfois y avoir des dysfonctionnements entre le conseil d'administration et son CA. On ne va pas toujours répartir les responsabilités de la meilleure des manières possibles pour fonctionner efficacement. Il va y avoir des mauvaises pratiques, des mauvaises habitudes en termes de gestion. Il y aura parfois un manque de professionnalisme qui peut être lié à cause d'un manque de compétences, un manque de formation et des contrôles insuffisants. Et en conséquence, ce qu'on va pouvoir voir, c'est qu'il peut y avoir de la corruption, de la fraude, des abus, parfois des pratiques qui ne sont pas nécessairement illégales, mais des pratiques qui sont peut-être non éthiques, des violations de règlements, de statuts, de politiques, et plus important encore, des inégalités, parce qu'on sait à quel point le sport vise à réduire les inégalités sociales. Le problème avec ce genre d'abus, c'est qu'ils vont tendance souvent à mettre en péril des initiatives et des missions des organisations sportives qui visent pourtant à réduire ces inégalités parce qu'elles n'offriront pas des accès à certains publics qui auraient dû obtenir certaines ressources ou en tout cas participer à des activités sportives. Et ce que beaucoup de recherches ont déjà montré, à la fois des recherches scientifiques et des recherches qui ont été menées à des niveaux européens, c'est qu'en fait, la mauvaise gouvernance n'est pas uniquement le fait de grandes organisations sportives professionnelles comme la FIFA ou l'UEFA ou le Comité olympique international, et la liste peut être longue à ce niveau-là. Ce qu'on a pu voir, c'est qu'elle n'avait pas de frontières et qu'en fait, les organisations sportives non-profit, comme les fédérations sportives, comme les organisations comme des clubs sportifs au niveau amateur, sont en fait aussi très propices à des problèmes de gouvernance. Et je vous ai mis un exemple ici d'un exemple canadien qui a révélé ici il y a quelque temps un énorme problème de fraude où énormément de ressources financières avaient été substituées pour le service de ces organisations pour des raisons qui étaient complètement non éthiques. Et on a d'autres exemples, et je vais revenir peut-être un instant aussi sur d'autres aspects qui peuvent expliquer ce que c'est une mauvaise gouvernance. Une mauvaise gouvernance, ça peut aussi être
de ne pas donner le droit à la parole à tous, d'avoir une surreprésentation de certains publics. Un exemple, et des données qu'on obtient ici énormément maintenant, c'est sur la représentation des femmes. Et pour vous donner un exemple, en Belgique, on a approximativement 7 personnes, parce que c'était en 2019, donc les chiffres ont un petit peu changé. Seulement 7 femmes étaient présidentes de fédérations sportives olympiques. Et donc, par rapport à tous ces risques qu'on peut identifier quand on fait partie d'une organisation sportive, on peut en identifier d'autres aussi. Le premier, c'est le fait qu'il y a énormément de pression du système sportif international pour une meilleure gouvernance. On voit que les fédérations internationales ont dû s'adapter parce qu'elles ont été aussi pointées du doigt par les pouvoirs politiques, par les médias, par les sportifs, par toute une série d'acteurs qui ont révélé qu'il y avait des problèmes graves. Et donc, il y a cette volonté aussi de leur part de donner une direction vers plus de gouvernance. Un des challenges qu'on voit aussi, et même à un niveau belge, à un niveau de certaines fédérations, de certains clubs également, c'est une commercialisation accrue, donc plus d'argent dans le sport, mais aussi plus de professionnalisation. Et qui dit plus de professionnalisation dit des nouveaux rôles et donc des nouvelles responsabilités à devoir partager entre un conseil d'administration avec des volontaires et des membres qui vont être employés par une organisation. Et on voit que ça peut créer également des challenges pour les organisations sportives qui mettent en péril la gouvernance des organisations. Et comme je l'ai dit, dans certains cas, on va avoir des employés qui vont pouvoir travailler dans les organisations grâce à cette professionnalisation, mais dans d'autres cas, les volontaires resteront forcément aussi une des ressources très importantes des organisations. Mais malgré ce fait, il y a, comme partout, des limites en termes de temps. Quand on est volontaire, on a généralement d'autres activités professionnelles ou sociales à côté. On a des limites de connaissances. Un président ne peut pas à la fois être un avocat, d'être un comptable, d'être un expert en éthique et d'être un expert de toute une série de thématiques qu'une organisation est censée pouvoir avoir pour prendre les meilleures décisions et faire face éventuellement un jour à un problème, à un scandale éthique dans son organisation. Et également, certaines faiblesses au niveau des opportunités de formation. Et tout ceci, ces ressources finalement limitées qui permettent de contrôler une organisation, créent en fait une vulnérabilité assez importante pour ces organisations. Et c'est ça qui est vraiment important quand on essaye de réfléchir à la gouvernance et à la manière dont on peut améliorer la position des organisations pour lutter par rapport à ces questions. C'est comment est-ce qu'on peut réduire la vulnérabilité de ces organisations, parce que c'est quelque chose qu'on aura difficilement la possibilité de changer. À côté de ça, il y a cette attention médiatique et politique qui est forte, et les attentes sociétales, où on attend du sport qu'il puisse aussi traiter et servir de moyens pour diminuer les inégalités, augmenter la diversité et la démocratie. Donc j'espère que tout ça m'a permis déjà de contextualiser un petit peu la gouvernance. Et maintenant, ce que je voulais mettre en évidence, c'est le fait que quand on parle de bonne gouvernance, j'ai déjà un petit peu expliqué les raisons pour lesquelles on parle autant de ça. Et il y a aussi énormément d'arguments positifs qui permettent de pointer les raisons pour lesquelles, finalement, les organisations auraient intérêt à emboîter ce pas, en plus des pressions qu'ils peuvent recevoir des fédérations internationales ou de leurs organisations publiques. Il y a le fait que ça peut permettre d'augmenter la diversité, ça peut augmenter l'innovation, et l'innovation est absolument importante quand on sait l'impact que le Covid a pu avoir sur les activités des organisations. Elle peut permettre aussi de prendre des meilleures décisions, des décisions plus éthiques, plus justes, et elles peuvent aussi permettre d'avoir une meilleure performance, donc mieux réaliser ses objectifs, avec toujours, encore une fois, parfois des recettes qui sont toujours plus limitées à cause de toute une série de problèmes, Covid, concurrence et autres. Donc une fois qu'on a dressé le cadre, maintenant la question c'est comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on met en œuvre ces principes? Généralement, les organisations sportives internationales et les pouvoirs publics ont, à travers les États, choisi 2 axes. La codification, donc inscrire des principes de bonne gouvernance dans un code, et
développer des politiques spécifiques pour encourager leur mise en œuvre, en disant, si vous recevez des financements de la part des pouvoirs publics, vous devez répondre à certaines règles d'or que nous attendons, pour lesquelles vous devez avoir un certain niveau, sinon vous n'obtiendrez pas les financements. C'est quelque chose qui se retrouve à travers la plupart de ces mécanismes. Les principes, on en a parlé déjà il y a un instant, et donc je ne vais évidemment pas avoir le temps de passer là-dessus, mais ils sont généralement effectivement au nombre de 4. Selon les textes, selon les préférences, certains concepts vont un petit peu varier, mais on retrouvera généralement ces 4 grands principes. La transparence, donc par exemple, ce sera concrètement d'avoir ces rapports annuels qui seront publiés sur ces sites Internet, d'avoir les CV des personnes qui sont au sein des conseils d'administration. Les processus démocratiques, ce sera par exemple d'avoir la composition du CA avec une diversité, d'avoir des réunions régulières au sein d'un conseil d'administration. Le contrôle et la séparation des pouvoirs, ce sera vraiment l'idée de pouvoir dire qu'on va avoir une distinction claire entre les rôles du conseil d'administration et des employés. Et éventuellement d'avoir peut-être d'autres commissions qui auront un rôle un peu plus indépendant quand on devra gérer certaines questions, par exemple, de conflit d'intérêts. Et enfin, la responsabilité sociale, ce seront les initiatives que les organisations sportives pourraient mettre en place pour lutter contre, par exemple, les risques de harcèlement sexuel, les risques de trucage, de dopage, l'inclusion sociale, la durabilité, toute une série de variétés de pratiques qui pourraient être mises en place. On l'a vu, le décret qui vient d'être implémenté a prévu aussi ces principes, comme je l'ai dit. Et concrètement, à partir de ce qu'on a pu voir dans les autres pays et ce que l'on souhaiterait mettre en évidence au niveau de ces différents écueils qu'on peut voir dans l'implémentation quand on choisit une codification et un incitant financier finalement, c'est à la fois des écueils pour les pouvoirs publics et pour les fédérations sportives. D'une part, pour les pouvoirs publics, c'est évidemment l'idée de dire qu'il va y avoir des réticences. Il va falloir expliquer, il va falloir justifier. Le meilleur moyen pour inciter, c'est le devoir d'exemplarité. D'autre part, c'est la question de la direction. Vers où on veut aller? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi a-t-on choisi ces principes? Et pourquoi pas d'autres? Qu'est-ce qu'on souhaite atteindre dans un timing, par exemple, de 5 ans? C'est aussi d'éviter toute ambiguïté au niveau de l'interprétation. Les règles doivent fournir une direction suffisamment précise pour qu'on n'ait pas à avoir toute une série de discussions autour de comment interpréter un terme. C'est aussi le fait de reconnaître qu'il n'y aura pas toujours, et je pense que c'est déjà quelque chose qui a été réfléchi et communiqué, mais de renforcer encore ça, et aussi dans la manière dont les fédérations sportives vont devoir penser à ça, c'est qu'il n'y aura pas un seul modèle qui fonctionnera pour toutes les organisations sportives. Et enfin, et on sait à quel point ça se passe dans certains pays, de viser à réfléchir si finalement la logique ne sera pas uniquement de cocher certaines cases et d'éviter ce risque qui ne permettrait finalement peut-être pas un changement systémique qui est attendu de la part du mouvement sportif. Et de la part des fédérations et des clubs, il y a toute une série d'écueils aussi auxquels ils risquent de faire face. Tout d'abord, c'est les limites de l'autorégulation. On ne peut pas attendre de toute organisation de s'autogérer vu les ressources limitées dont elle possède. Et donc, il faut aussi revoir un petit peu cette limite et la comprendre pour pouvoir en fait aborder ces nouveaux principes et se les approprier. Il y aura évidemment la perspective du coût-bénéfice, où on va identifier certainement des organisations qui préféreront perdre de l'argent, se mettre en porte-à-faux avec des directions qui seront proposées, plutôt que de perdre du pouvoir. Certains dirigeants préféreront rester isolés plutôt que de changer. On aura forcément aussi des capacités limitées en termes de conseil d'administration, en termes d'employés pour accompagner ces réformes, mais je reviendrai là-dessus dans un instant. Et il y aura aussi cette difficulté de collaborer pour renforcer la confiance.
entre les fédérations, mais aussi entre les fédérations et leurs clubs, pour comprendre la direction dans laquelle on veut aller. Et enfin, de réduire les ambiguïtés possibles qu'il existe et qu'il existera encore plus entre le conseil d'administration et le staff. Quelques bonnes pratiques pour faire face à ces écueils. La première, c'est expliquer et persuader. Sur la base de ce que j'ai essayé de faire déjà en introduction, c'est de continuer à défendre les raisons pour lesquelles ce sont des directions qui sont importantes à prendre pour les organisations. Et évidemment, en tant que chercheurs, nous essayons aussi de contribuer à la compréhension des raisons et des conséquences d'une meilleure gouvernance. C'est aussi accompagner, fournir une boussole, une direction, évaluer, maintenir et ajuster. Pour accompagner, il y a évidemment toute une série de choses qui pourront être faites, et je pense qu'il y en a déjà certaines qui ont été évoquées. Mais guider les fédérations, ce sera important en fait de leur fournir toute une série de bonnes pratiques, d'outils. Encore une fois, d'identifier des modèles qui pourront être utilisés pour persuader et renforcer la direction dans laquelle on va décider d'aller. C'est créer des connaissances, mais aussi transférer des connaissances, partager des connaissances, mettre les fédérations comme on le fait aujourd'hui autour de la table sur ces questions spécifiques pour mettre en évidence les problèmes auxquels on fait face et comment résoudre ces problèmes. Ce sera aussi former, parce qu'à l'heure actuelle, je ne pense pas qu'énormément de fédérations sportives et de clubs aient ces capacités de pouvoir mettre en place des réformes de cette ampleur-là. Et donc, il est important de pouvoir les accompagner dans cette transition. Et enfin, donc, de collaborer, de créer véritablement des réseaux pour partager les connaissances, pour créer des connaissances dans un processus continu. Et enfin, l'avant-dernier, c'est l'évaluation. Je vous ai mis ici deux exemples. Un premier qui s'est fait au niveau international, où on voit que, après avoir réalisé un rapport il y a une dizaine d'années, il y a un deuxième rapport qui a été réalisé, où on voyait que les tendances en matière de bonne gouvernance, on voit quand même certains pics, si vous regardez un petit peu le graphique, avec une belle augmentation. Mais par contre, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a encore énormément de progrès à faire. Si je vous ai parlé tout à l'heure de publier, par exemple, des rapports annuels ou publier des statuts, on voit maintenant que pour l'ensemble des 15 pays qui avaient été sondés, il y a plus de 80% de ces pays et de ces fédérations qui publient leurs statuts. Par contre, si on regarde encore un petit peu plus loin, il y a encore énormément de choses qui doivent être faites si on considère que certains de ces principes-là doivent être mis en œuvre, comme par exemple le fait de publier et d'avoir en tout cas une procédure au niveau des conflits d'intérêts. Et donc ça, évidemment, évaluer, ça veut dire quoi? Ça veut dire mesurer. Mesurer les changements, mesurer les difficultés. Et sans mesurer, on ne peut pas progresser. On peut faire ça, soit de manière auto-évaluative, de faire ça soi-même, ou de faire ça grâce à d'autres organisations. Les organisations internationales existent et on fournit toute une série d'outils que je vous mettrai dans la dernière slide. Au niveau belge, nous avions mené en 2019 et en 2021 une étude et une récolte de données par rapport à la bonne gouvernance. Et voici en 2019 les chiffres que nous avions récoltés par rapport aux fédérations sportives en Fédération Wallonie-Bruxelles. On peut voir qu'à partir des indicateurs que nous avions développés, il y a encore énormément de chemin à faire. Et l'objectif ici, c'est de ne pas pointer du doigt quels sont les bons exemples, quels sont les mauvais exemples, mais plutôt de dire en 2022, en 2023, espérons qu'on aura un changement au niveau du nombre de fédérations qui sont bien gouvernées, parce qu'il y aura évidemment des progressions qui vont être faites grâce à ces réformes, mais ce ne sera pas tout, il faudra les accompagner. Et enfin, le dernier challenge, c'est de maintenir et d'ajuster, simplement en se disant que c'est un processus. Moi, ici, je vous ai présenté des chiffres de 2019. On espère que ces chiffres pourront être positifs, que les rationnels auront été compris, que les résistances auront été un petit peu réduites. Il y en aura. Il ne faut pas se voiler la face, évidemment. Mais surtout de se dire que c'est un processus continu. Ici, je vous ai mis un exemple qui vient de l'Australie. Depuis 1997, les Australiens ont réfléchi à la bonne gouvernance. Depuis, ils ont eu une succession de rapports et de codes sur la bonne gouvernance. Et comme vous pouvez le voir, encore aujourd'hui, ils ont des nouveaux rapports qui sont produits, qui sont réévalués, parce qu'on est dans un environnement évolutif constant. Et donc, ce sera important, évidemment, de pouvoir réfléchir à cette dynamique
constante d'évolution et de se dire que ce sera un travail qui est continu et qui devra être pensé de cette manière-là. Comment verra-t-on l'avenir dans 5 ans? Et d'anticiper les problèmes plutôt que d'essayer de réagir aux problèmes continuellement sur le qui-vive, parce que ça prouve ses limites, évidemment. Donc voilà, moi je vous remercie pour votre attention. Je vous ai mis à votre disposition ici au-dessus quelques références qui sont vraiment toutes en libre accès et qui, je pense, pourra vous permettre d'aller un petit peu plus loin si vous êtes curieux d'en apprendre plus sur la bonne gouvernance. Sur la gauche, un livre qui a été publié ici en 2021 et qui est gratuit, qui est en ligne. L'Observatoire Play the Game, qui est un groupe de chercheurs et de fédérations qui se sont associés pour les questions de bonne gouvernance et qui ont publié un outil d'auto-évaluation. Le baromètre Delta, qui a été publié en 2019-2021. Greyform, qui est une plateforme qui propose des informations et qui collecte toute une série de formations spécifiques sur la bonne gouvernance. Et Notre Gouvernance, qui est un outil d'auto-évaluation qui a été publié par la Fondation Roi-Baudouin, qui permet aux organisations de mesurer leur état de bonne gouvernance. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère que, évidemment, la recherche que l'on mène pourra aussi vous permettre de répondre à toutes vos interrogations, à peut-être aussi balayer quelques-unes de vos résistances. En tout cas, nous sommes évidemment toujours très intéressés de connaître vos difficultés, vos challenges, et on espère pouvoir également vous accompagner dans ce processus. Merci. Merci beaucoup Géraldine pour cette présentation très complète et qui nous permet de mieux cerner maintenant l'ensemble des tenants et aboutissants de cette notion de bonne gouvernance en milieu sportif et donc tous les enjeux qui en découlent et qui ouvre la porte donc à pas mal de réflexions. À ce propos, si vous avez des questions ou des réflexions, n'hésitez pas à les partager au départ du chat, on n'hésitera pas à les relayer. Et maintenant, je vais donner la parole à notre deuxième intervenant de ce soir qui, lui, est un acteur de terrain. Il va nous expliquer un petit peu ce qu'il a pu mettre en place au sein de son club suite à son expérience. Il s'agit de monsieur Jacques Platiot, qui est président des Castors de Braine, club phare de division 1 de basket féminine. Il est président de ce club depuis plus de 20 ans, qu'il a amené en division 1 dès 2011. Les Castors de Braine, depuis, c'est 7 titres de championne de Belgique, c'est 5 coupes nationales, c'est une finale européenne aussi en 2015. C'est aussi un petit peu le début de l'essor des Belgian Cats. Jacques Platiot, il est originaire de Tournai, il dispose d'un master en mathématiques et sciences de l'informatique de l'université de Mons. Il a commencé sa carrière en 84 chez IBM. Il a été d'ailleurs, à partir de 2010, vice-président et manager général d'IBM Belgique et Luxembourg. Et depuis cette année, il est, comme vous pouvez le lire, CCO de NRB Group, qui est une importante entreprise wallonne dans le secteur des nouvelles technologies. Jacques, je te laisse la parole. Oui, merci beaucoup Pierre. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de me joindre à vous. Alors, d'abord, je voudrais remercier la speaker précédente parce que son exposé était d'une clarté limpide et empreint de réalité et de vérité. Je peux vous dire qu'effectivement, étant depuis très longtemps dans les entreprises, parce que finalement, ces principes sont bien sûr applicables aussi au niveau de l'entreprise, on retrouve là des éléments absolument fondamentaux. Je voudrais aussi souligner que en anglais on dit a journey, hein, donc c'est vraiment un travail continu. Hein, donc on n'est jamais au bout de ce travail. On progresse, on améliore et on améliore continuellement. Et donc il faut le savoir, il faut savoir qu'on investit beaucoup d'énergie pour effectivement une bonne gouvernance qui est absolument essentielle aussi bien dans l'entreprise qu'au niveau d'un club sportif. Alors, mon intention en quelques minutes, c'est de partager mon expérience. Ce n'est surtout pas un exposé académique et ce n'est surtout pas un exposé complet. C'est juste un partage d'expérience qui va peut-être générer des questions. Et en tout cas, je serai ravi ce soir ou dans les semaines qui viennent ou dans les jours qui viennent de répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir par rapport aux quelques éléments que j'ai envie de partager avec vous ce soir. Pierre a rappelé
ce qu'étaient les Castorbrand. J'ai pris effectivement la présidence il y a 20 ans. En fait, je rentrais de France. J'avais travaillé en France quelques années pour IBM. Et voilà, je voulais m'investir localement. Et comme j'ai toujours eu la passion du basket, je me suis retrouvé assez rapidement d'abord président de la section féminine. Hein, les clubs étaient séparés à l'époque. Et juste pour l'anecdote, en fait, l'équipe à l'époque était en 3e provinciale. Et puis on a travaillé en équipe. Le travail d'équipe est aussi essentiel dans les clubs et dans les fédérations, on le sait. En 2011, on a rejoint la division 1 et en 2013, en fait, on a fait un pas gigantesque puisqu'on a pris la décision, bien sûr, on y avait réfléchi longuement, de devenir un club professionnel pour la section dames en division 1. À l'époque, pourtant, avec l'expérience que j'ai du monde professionnel d'entreprise, je peux vous dire qu'on a sous-estimé l'effort que ça représentait, effectivement, de passer d'un environnement amateur à un environnement professionnel. Il a fallu 5 ou 6 ans pour estimer être dans un schéma de bonne gestion, de bonne gouvernance. Et bien sûr, on a commis beaucoup d'erreurs, heureusement pas très préjudiciables, mais ce qui était important, bien sûr, c'était de les corriger pour arriver aujourd'hui, hein, mais on est maintenant 8 ans plus tard, à effectivement avoir une section professionnelle qui fonctionne bien en termes d'entreprise, en termes d'aspect professionnel au niveau de la gestion. Ça a été évoqué dans l'exposé précédent, une complexité additionnelle qu'on a sous-estimée aussi, c'est la capacité de gérer en même temps une organisation professionnelle avec des employés et une organisation sportive telle que beaucoup la connaissent au niveau amateur qui n'est absolument pas péjoratif en l'occurrence ici. Donc c'est effectivement très complexe et la juxtaposition des deux, il a fallu aussi apprendre à la gérer. Je ne vais pas revenir sur effectivement le rôle des professionnels et puis le rôle des amateurs dans une organisation sportive. Hein, vous connaissez ça aussi bien que moi, mais effectivement, cela est un point important. Alors oui, quand j'ai rejoint le club de Castorbrand, j'ai immédiatement songé à gérer le club comme finalement on gère une entreprise. Et c'est vrai que de nombreux principes sont valables dans les deux environnements. D'ailleurs, aussi bien environnement amateur qu'environnement professionnel au niveau sportif. Et donc, c'est vrai. Alors, bien sûr, il y a une limite à cette comparaison, puisque les finalités ne sont pas les mêmes. Hein. Une ASBL est très clairement une association sans but lucratif. Une entreprise a comme vocation, effectivement, de pouvoir croître, prospérer et générer du profit, à investir en général pour le développement de l'entreprise. Donc, les finalités sont différentes, mais les principes sont, pour la plupart, finalement, assez semblables. Et donc, j'ai essayé, et ça a pris du temps, d'abord de m'entourer d'une équipe et un premier point important, c'est d'avoir effectivement les bons profils aux bons endroits. Et croyez-moi, on fait de nombreuses erreurs simplement parce qu'on émane d'un monde amateur. Mais bon, ça s'apprend bien sûr. Et bien sûr, on vit des situations humaines qui ne sont pas toujours faciles, mais là, c'est aussi le rôle des dirigeants de gérer cette situation. Je voudrais aussi rajouter un point important, c'est que depuis quelques années, vous n'êtes pas sans savoir qu'on vit une transformation au niveau mondial absolument phénoménale, qui est la transformation digitale. Alors, ça fait partie de mon métier de base, puisque je suis dans l'informatique depuis toujours. Mais on ne réalise pas encore à quel point cette transformation touche absolument tous les secteurs d'activité humaine, y compris le sport. Et alors, bien sûr, ça touche aussi la vie de tous les jours, ça touche bien sûr la vie des entreprises, mais ça touche aussi tous les aspects de la société. Alors, je le mentionne parce qu'on ne mesure pas encore aujourd'hui, effectivement, les conséquences et la nécessité d'adaptation par rapport à cette transformation qui est une révolution phénoménale. Je dis phénoménale parce que, en fait, on est tous d'accord aujourd'hui pour reconnaître que cette transformation est plus importante encore que la transformation ou la révolution industrielle connue au début du siècle précédent, en fait. Et ça a un impact. Donc, il ne faut pas négliger, c'est une complexité additionnelle. Alors, en fait, s'il y a un mot que je souhaite utiliser et développer un peu dans cette participation, dans cet exposé, c'est le mot valeur. Parce que on a parlé, et tous les principes qui ont été évoqués dans l'exposé précédent sont absolument essentiels. Je ne vais pas y revenir et pas les redévelopper une seconde fois. Mais ce qui a guidé ma démarche au sein du club, tout comme d'ailleurs au niveau des entreprises que j'ai pu diriger, c'est la notion de valeur.
avoir des valeurs, c'est essentiel. Alors, vous allez me dire, oui, tout le monde a des valeurs. Oui, bien sûr, bien sûr. Et ce qu'on fait d'ailleurs avec des valeurs en général, c'est qu'on les traduit dans des stratégies. On définit une vision sur base de valeurs. Et on définit une stratégie d'entreprise, de club. C'est très bien. C'est très bien, il faut le faire. Mais ce n'est pas suffisant. En fait, les valeurs, ce à quoi il faut veiller, c'est qu'on les définit, on les développe au niveau des actions, au niveau des activités, au niveau des comportements de tous les jours. Et c'est ainsi, en fait, que vous allez définir une culture, qu'on peut appeler culture d'entreprise ou culture de club. C'est essentiel. Et en fait, vous allez créer ainsi une identité. Je pense aujourd'hui, pour l'exemple que je connais, que Castor Brand a une identité. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a essayé, alors ça a commencé bien avant moi, puisque ceux qui le savent, ceux qui connaissent le club savent que les hommes avaient effectivement ont connu une période faste dans les années, fin des années 80, début 90, donc ça a commencé à ce moment-là. J'ai repris ces valeurs et je les ai développées avec d'autres, avec l'équipe en place. Et ça, c'est vraiment essentiel. Alors, juste pour information, les valeurs qu'on a essayé de développer au niveau de Castor Brand, c'est quoi? C'est respect et tolérance, très important. Et d'ailleurs, quand je dis tolérance, très vite, je pense à la diversité qui a été mentionnée dans l'exposé. Hein, c'est vraiment un élément essentiel sous toutes ses formes. On n'a pas le temps de le développer ici, mais ça, c'est important. Une deuxième grande valeur, c'est confiance et intégrité. On ne peut pas travailler s'il n'y a pas de confiance. Ce n'est pas toujours facile, sûrement dans un monde amateur au niveau sportif. La troisième valeur importante pour Castor Brand, c'est innovation. Innovation et performance, les meilleures performances possibles. Alors, innovation, ça a été cité aussi, c'est essentiel. On est dans un monde aussi concurrentiel, et donc si l'on veut se démarquer, il faut innover. Si on veut aller chercher les meilleures performances, si on a un jour joué une finale de Coupe d'Europe, c'est parce que je pense on a eu quelques idées excellentes en termes d'innovation. L'innovation, ça implique aussi des échecs, hein, parce que quelque part, ça veut dire qu'on entreprend, c'est l'esprit d'entreprise, et quand vous entreprenez, ben, vous savez comme moi que ça ne réussit pas toujours. Je peux vous donner des exemples. Hein. Après le fabuleux parcours en Coupe d'Europe, on a décidé, puisqu'on avait des supporters de partout de la Belgique, d'aller jouer quelques rencontres internationales ailleurs qu'à Brenne. On a joué par exemple au Lotto Arena d'Anvers, hein, avec un soutien de la ville d'Anvers. Enfin, tout ça a été très bien. C'était un flop complet. Hein. Pourquoi? Bien parce qu'on n'a pas vu venir effectivement le fait que les gens se déplacent pour une finale et pas forcément pour un match de compétition normal, même s'il se passe dans leur ville. Hein. Donc voilà, il faut accepter l'échec et surtout construire sur base de ce qu'on peut en tirer comme leçon. Et donc derrière, c'est la gestion du risque en fait. Hein, ça n'a peut-être pas été beaucoup cité jusqu'à présent, mais finalement, ce qu'il faut faire, c'est être capable d'estimer le niveau de risque auquel on est prêt à faire face et pouvoir y répondre. Les valeurs sont vraiment importantes et elles le sont encore plus aujourd'hui. Pourquoi? Et ce que je vais dire est vrai dans les entreprises, est vrai aussi au niveau de la gestion, je pense, d'une fédération ou d'un club ou d'une organisation quelle qu'elle soit. Parce qu'aujourd'hui, de par la transformation qui se passe au niveau du monde, on perd les repères. Les repères disparaissent. Aujourd'hui, dans une entreprise, vous ne la dirigez plus comme vous le faisiez il y a 30 ans ou 40 ans ou même 20 ans ou même 10 ans. La notion de hiérarchie est en train de s'évaporer. Hein, il suffit de voir. Bon, on espère qu'on va retrouver Jacques rapidement. Et comme on dit, ce sont les cordonniers qui sont parfois les plus mal chaussés, ici, en termes de bande passante. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? On commence à te retrouver, Jacques. Oui, désolé. Vous voyez, la technologie n'est pas toujours ce qu'on pense. C'est bon, vous m'entendez? Ouais. Oui, ok. Alors, je disais donc que les valeurs, c'est important parce qu'aujourd'hui, les repères ont disparu. Et que si vous voulez conserver un certain contrôle sur la manière dont votre entreprise fonctionne, par rapport à vos collaborateurs, vous devez apporter autre chose. Et cette autre chose, hein, pour pouvoir, c'est de veiller à ce qu'ils adhèrent à votre culture d'entreprise, qu'ils adhèrent à vos valeurs. Parce que de cette façon, vous pouvez avoir
un certain degré de certitude qu'ils vont effectivement opérer comme vous le souhaitez, ou en tout cas comme l'entreprise le souhaite par rapport au développement. Et donc, pour moi, ces valeurs sont effectivement essentielles. Et donc, l'esprit de collaboration au sein de l'entreprise est essentiel. Je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet, mais on pourrait développer, je connais des entreprises en Belgique aujourd'hui qui ont fait un pas de géant en quittant un modèle hiérarchique pour partir sur un modèle collaboratif. Maintenant, un autre point important aussi, là je pense que vous allez tous le reconnaître et vous y retrouver, c'est l'aspect communication. On a beaucoup parlé de transparence. Oui, communiquer, c'est toujours plus compliqué qu'on ne pense. C'est beaucoup plus compliqué qu'on ne pense. Et on a tendance à croire que nos interlocuteurs, quels qu'ils soient dans le club ou dans l'entreprise, nous ont compris. Dites-vous que ce n'est pas vrai. Dites-vous qu'un message passé une première fois n'est pas forcément compris et qu'il faut sans doute expliquer, revenir, valider le fait que le message a été compris. L'exemplarité est essentielle aussi. Quand vous êtes dirigeant d'un club, sachez qu'on vous épie, qu'on vous regarde à tout moment. Et donc, on va copier ce que vous faites. Si vous avez une conduite irréprochable, eh bien, ce sera un exemple nécessaire, important, essentiel pour l'ensemble des composantes du club. Sachez-le, c'est vraiment important. Ça peut aller très loin, hein, l'anecdote peut aller très loin. Hein. Dans une entreprise, on regarde si la voiture du patron est bien propre. Hein. Ça va jusque-là. Hein. Dites-vous bien que, bon, c'est une anecdote, mais ça va très loin. Donc, ce rôle est essentiel. On pourrait parler de la motivation aussi des leaders au niveau des organisations. Vous savez sans doute qu'en sport, pour réaliser des records, eh bien, la motivation, les facteurs motivants, ils viennent du dedans. Il faut des facteurs motivants extérieurs. Hein. En entreprise, on parlera d'incentive, de salaire, hein, etc. C'est un exemple. Mais ce n'est pas suffisant. Pour aller chercher des records, il faut de la motivation interne, intrinsèque. Et c'est vrai aussi, en fait, dans le rôle d'un leader. Donc, quand vous avez le rôle de direction d'un club, d'une organisation, et ayez aussi cette motivation personnelle qui va au-delà des simples objectifs traditionnels. Et enfin, un point important, et j'aime beaucoup ce point, qui pour moi est essentiel, c'est l'attitude. On sous-estime l'importance de l'attitude. En fait, la vie, enfin, je vais être un peu provocateur, mais la vie, je dirais que c'est à peu près 10% de ce qui nous arrive et 90% de comment je réagis par rapport à ce qui nous arrive. Et donc, nous avons le contrôle de ce comment je vais réagir. Et donc, on l'ignore souvent, mais on a des moyens d'action bien plus importants que ce qu'on imagine par rapport aux situations. Bien sûr, on subit des situations. Bien sûr, on subit le Covid. C'est comme ça. Il y a des règles, voilà. Mais quelque part, la manière dont on peut réagir par rapport aux événements, par rapport à ce qui nous arrive, joue aussi un grand rôle. Et donc, l'attitude, qui plus est, bien sûr, des fonctions dirigeantes dans un club, est essentielle. Elle l'est dans une entreprise, elle l'est tout autant dans un club. Voilà, je vais m'arrêter ici, l'histoire 56, mais je voulais partager avec vous quelques expériences ou quelques pratiques et l'apprentissage que j'ai pu faire au niveau du club depuis maintenant 20 ans et plus particulièrement depuis 10 ans, depuis qu'on a passé dans ce cap, enfin depuis 2013 professionnel. Et je serai bien sûr ravi de répondre à toutes les questions aujourd'hui ou plus tard. Merci pour votre attention. Ben, merci beaucoup Jacques pour ton temps et puis pour cette intervention qui mêle à la fois l'expérience professionnelle acquise dans des grandes entreprises et puis ton rôle actif au sein des Castors de Brême. Alors, comme on a encore 2-3 minutes et qu'on s'est fixé de boucler le tout en 60 minutes, on a 2-3 questions qui sont arrivées sur le chat. Je les pose à la fois à Géraldine et à la fois à Jacques en fonction un petit peu. On a Michel, j'ai juste le prénom, hein, qui demande si la bonne séquence est de définir les valeurs, les missions, les stratégies. La bonne gouvernance se met-elle dans les valeurs? Je peux répondre ou peu importe, on Je peut t'en tous prie, je répondre. t'en prie. Bah, évidemment, en fait, là, ce dont on parle, c'est vraiment d'avoir une stratégie. Et la bonne gouvernance et la stratégie, c'est vraiment deux choses qui doivent se voir en parallèle, en fait. Parce que la bonne gouvernance doit permettre de mettre en œuvre une stratégie et des valeurs, elles doivent sous-tendre, en fait, l'action des organisations. Donc, c'est vraiment le socle sur lequel on va se baser. Et effectivement, elles vont tendre à refléter les principes de bonne gouvernance. Dans les valeurs, on va souvent voir l'intégrité, mais on pourra en voir d'autres. Hein. La passion fera souvent évidemment partie
des valeurs corps du sport. Mais on va dire que c'est vraiment deux choses qui peuvent pratiquement se voir sur deux dessins différents, mais c'est forcément sur les mêmes thèmes qu'on va s'adresser. Il faudrait plus de temps pour décortiquer tout ça, évidemment. Merci. Et puis alors une question qui concerne peut-être un peu plus Jacques. La bonne gouvernance peut impliquer une consultation ou peut-elle impliquer une consultation générale de tous les affiliés d'une fédération sportive pour que les athlètes, et là on va parler à ton niveau au sein d'un club, puissent s'exprimer en direct par rapport à des points qui les concernent directement, même si Géraldine peut répondre aussi pour le volet fédération. Oui, la consultation. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Euh, donc, on parle de Un petit peu de consultation. savoir si, par rapport aux décisions qui sont prises, qui pourraient être prises au sein d'un conseil d'administration, est-ce que on va directement associer les sportifs à ces décisions pour savoir si elles rencontrent leurs besoins sur le terrain et si elles ne vont pas à l'encontre en fait de leurs objectifs ou de leur bien-être. Oui, oui, donc absolument, hein, c'est essentiel. À partir du moment où on est un club sportif, bah, le mot sport fait partie des missions et donc la consultation au niveau des athlètes est essentielle. On a tendance parfois d'ailleurs à l'oublier parce qu'il y a un coach, parce qu'il y a un manager ou une manager, et donc on a tendance, pour des raisons d'économie de temps aussi, de prendre des raccourcis. C'est un danger. La consultation est essentielle, d'autant plus dans le modèle que je viens d'expliquer, évolutif vers la collaboration. Hein, moi, je me rappelle, chez IBM, à l'époque, il y avait 450 000 employés au monde. Il y a eu des consultations réalisées au niveau des 450 000 employés par rapport à des notions comme quelles pourraient être l'évolution des valeurs, par exemple, au niveau de la société. Eh bien, c'est la même chose en sport. Et la composante sportive étant importante, il est essentiel d'en tenir compte, bien sûr. Oui. Moi, je rajouterais aussi qu'évidemment, la place des athlètes, tout comme toutes les autres personnes qui ont un rôle important et qui sont en fait les bénéficiaires des actions des fédérations ou des clubs, doivent être d'une manière ou d'une autre impliqués dans la prise de décision. C'est ça la bonne gouvernance. C'est comment est-ce qu'on partage la prise de décision et qui a le pouvoir. Il est évident que de maintenir le pouvoir dans les mains de quelques personnes ne permet pas, on ne peut pas être omniprésent. Et donc, c'est important de pouvoir intégrer l'ensemble des acteurs. Les athlètes en font partie, mais évidemment, il y en a d'autres. Il y a les parents et il y a toute une série d'autres acteurs qui doivent être intégrés. Au Castor de Branne, on a par exemple un comité de parents. Hein. J'imagine que c'est courant et qu'on n'est pas les seuls. Hein, donc, mais comme cela se passe au niveau scolaire dans les écoles, on a aussi vu la création, une initiative qui est venue des parents eux-mêmes et qu'on a encouragé d'avoir un comité de parents. Et donc, c'est une forme de contre-pouvoir qui vient expliquer des problématiques qui nous échappent complètement. Et donc, ça est important, bien sûr. Ben, merci beaucoup de nous avoir répondu à ces questions et partagé vos expériences, etc. On va en rester là pour ce soir et je vous remercie à tous de votre participation, bien évidemment. N'hésitez pas à nous poser vos questions ou retours d'expérience, etc., à les partager au travers de nos réseaux sociaux ou directement par nos mails respectifs. Et je vais laisser le mot de la fin à mon collègue Marc Honneux. Oui, ben, bonjour à tous. Je pense que, comme nous, vous avez eu l'occasion d'apprécier la qualité des interventions qui ont lieu ce soir. Ce thème de bonne gouvernance, ça fait un petit temps qu'on en parle. Il se pose avec de plus en plus d'acuité, quel que soit le secteur dans lequel on travaille. On sait que plusieurs fédérations sportives francophones se sont déjà engagées dans cette voie-là, ont déjà procédé à des auto-évaluations qui ont pu être mises en œuvre dans le baromètre dont le professeur Zemmour vous a fait état tout à l'heure, mais on sait que c'est encore long et que donc ce travail doit être continué, doit être encouragé, doit être soutenu, en ce compris par l'administration. Donc c'est un défi qui va s'imposer à nous dans les années à venir. Monsieur Patiot évoquait l'idée de voyage, hein, donc effectivement on en est sans doute au début de ce voyage vers une meilleure gouvernance. On va pas parler de mauvaise gouvernance en Belgique francophone à l'heure actuelle, mais clairement on a identifié les marges
les marges de manœuvre sont encore grandes pour continuer à progresser. On a eu l'occasion de mettre en avant pendant cette petite heure l'importance des valeurs, pas uniquement les annoncer, pas uniquement les afficher sur le site web, mais bien de les mettre en œuvre et de les décliner au fur et à mesure de son action politique au sein de son association. On a eu l'occasion de mettre en avant aussi que la bonne gouvernance permettait de décliner toute une série de bienfaits, notamment en matière d'éthique et de justice. Que le modèle de gouvernance est à géométrie variable en fonction de la structure dans laquelle on se retrouve. Il n'y a pas de solution clé sur porte qui peut s'appliquer à tout un chacun. Donc c'est vraiment un travail individuel à réaliser en fonction des ressources dont on dispose et de son environnement qui sont spécifiques. Et on peut retenir également que la communication reste au cœur de beaucoup d'enjeux et que c'est vraiment un défi permanent de s'assurer d'être suffisamment bien compris par l'ensemble de ses interlocuteurs, par l'ensemble de ses membres, par l'ensemble de ses parties prenantes. Donc c'est vraiment un élément que nous, dirigeants de clubs, de fédérations ou l'administration devons garder en tête. Donc cette importance de communication, rappeler plutôt 2 fois qu'une, les messages importants. Voilà, donc il me reste encore une fois à remercier les orateurs pour leur présence ce soir, vous préciser encore que la séance est enregistrée et que donc nous vous communiquerons l'extrait vidéo de ce qui a été présenté ce soir ainsi que les présentations. Et nous reviendrons forcément vers vous plus tard, toujours sur le même sujet avec les outils, notamment les outils qui ont été présentés sur le dernier dia du professeur Zeimers. Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente soirée.